toujours plus. Cette semaine, c'est l'économie des excès que nous allons explorer. Dans ces 3 épisodes, il sera question de surconsommation et de surproduction. Mais d'abord, quand le travail devient-il excessif ? En France, en 2022, un actif sur 10 a travaillé près de 10 heures par jour ou plus, selon Eurostat. Alors, le surtravail intervient-il quand les horaires s'allongent, ou bien quand le travail se fait trop intense, ou encore lorsqu'un métier passion empêche de voir les heures passer? Travaille-t-on trop et avec quelles conséquences? Élément de réponse jusqu'à 15h. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Pour ce premier épisode, nous avons invité Marc Loriol, sociologue, directeur de recherche au CNRS, chercheur à l'IDHES, à l'Université Paris 1, et auteur de cet ouvrage L'addiction au travail, paru aux éditions Le Manuscrit l'an dernier. Également avec nous Lucie Goussard, maîtresse de conférences en sociologie à l'Université Évry-Paris-Saclay, chercheuse au Centre Pierre Naville, autrice de cet article Quand le travail déborde, la pénibilité du surtravail à domicile des chercheurs de l'industrie énergétique, avec Guillaume Tiffon, dans la revue Travail et Emploi en 2016. Une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancey, Anouk Miliot, Laurence Genepin, Tina Young, Léopold Thiévan et Inès Gender. Bonjour Lucie Goussard et Marc Loriol. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors d'abord, d'où vient cette notion de surtravail ? Elle apparaît d'abord sous la plume de Karl Marx, Marc Loriol ? Tout à fait. Alors pour Marx, dans le prolongement des économistes classiques, la rémunération du travail, elle se tend vers la somme qui est nécessaire pour reproduire cette force de travail, pour nourrir, loger, habiller les travailleurs. Et donc, il y a un temps de travail qui permet d'obtenir cette somme. Et quand le travail dure plus longtemps, tout ça va dans la poche du capitaliste. C'est ce que Marx appelle la plus-value. Donc, pour lui, surtravail est une notion essentiellement économique. Ensuite, notamment des sociologues et des essayistes américains ont parlé de surtravail par overwork, par l'idée qu'un travail excessif pouvait nuire à la santé, à la vie familiale et à la vie communautaire, collective. Le sein de communauté étant très fort aux États-Unis. Pour ma part, j'ai repris cette notion de façon beaucoup plus simple, en estimant qu'on peut parler de surtravail par rapport à une norme, plutôt une moyenne, c'est-à-dire le fait de travailler plus que la moyenne à une époque donnée ou dans un milieu professionnel particulier. Et oui, le surtravail, ça peut être d'abord quand le travail déborde de son cadre légal. C'est la première définition, la définition la plus évidente, Lucie Goussard ? Oui, effectivement. Alors, à l'origine, c'est vrai que le surtravail, c'est une notion marxiste qui est au cœur de sa théorie de l'exploitation. Mais le surtravail, tel qu'on va le discuter aujourd'hui, il fait davantage référence au débordement du travail par rapport au cadre légal, au cadre prescrit par le code du travail, le contrat de travail. Donc ça prend la forme de dépassement horaire ou de journées qui s'allongent au bureau sans que ce dépassement horaire ne soit déclaré et fasse l'objet d'une rémunération. Et puis ça donne lieu également à du report de certaines tâches dans des espaces et des temps qui sont normalement consacrés à la vie privée. Au domicile des salariés notamment, lorsque ces derniers continuent de travailler pour terminer leur mission et les objectifs qui leur sont assignés à leur domicile, le soir, le week-end ou pendant les vacances. Et donc, par exemple, on pourrait estimer, Marc Loriol, qu'il y a surtravail quand on travaille plus de 50 heures hebdomadaires, même si c'est compliqué parce que c'est quand même éminemment subjectif. Alors c'est à la fois tout à fait subjectif, mais c'est aussi intersubjectif, c'est-à-dire lié à des règles et des régulations sociales, mais aussi objectif, c'est-à-dire qu'on peut mesurer à partir d'un certain moment l'effet sur la santé, par exemple. Une étude de l'OMS de 2021 qui montre qu'au-delà de 55 heures hebdomadaires de travail, il y a un risque très net de maladies cardiovasculaires, d'AVC, et qui entraîne une mortalité estimée à 750 000 personnes par an dans le monde, donc un risque qui est significatif. Après, c'est aussi subjectif parce que tout dépend
comment on se sent dans son travail. Si on est heureux dans son travail, le temps passe plus vite. Et si, au contraire, on vit le travail comme une contrainte, une souffrance, le temps peut paraître plus long. Et il y a aussi toutes les obligations extérieures. Je pense qu'on y reviendra, mais on sait que pour les femmes qui doivent, dans le travail, mais encore plus en dehors du travail, gérer tout un ensemble de travail de care, de relations, de prendre soin des autres, on arrive plus facilement à trouver qu'un temps de travail est excessif parce qu'il empiète sur d'autres obligations sociales. Et oui, on va voir que le surtravail ne concerne pas tout le monde de la même façon, selon sa profession, selon son genre. Mais d'abord, peut-être quand on parle de temps de travail légal, Marc Loriol, de durée du travail, il faut rappeler que sur le temps long, cette durée du travail a baissé, n'a pas cessé de baisser, Marc Loriol? Alors elle a baissé, pas de façon linéaire, avec des moments où elle est remontée, mais on peut dire que depuis la fin du XIXe siècle, il y a effectivement une tendance à la baisse. Alors les guerres mondiales impliquent un réarmement, impliquent la reconstruction ensuite, donc une hausse de nouveau du temps de travail avec des aménagements légaux qui permettent de dépasser les temps légaux de travail. Par exemple, après, le Front populaire a proposé une loi qui limitait à 40 heures hebdomadaires le travail, mais très rapidement, la menace de la montée du nazisme a fait que un grand nombre d'entreprises ont eu des dérogations pour pouvoir faire travailler plus longtemps les salariés. Oui, on assiste... Jusqu'en 51, la reconstruction a exigé aussi des dépassements. Après, on a effectivement une tendance à la baisse du temps de travail, tendance qui semble s'arrêter dans les années 2003-2004. Et là, on a une sorte de stagnation, voire une légère remontée qui peut être liée à plusieurs choses. Ça peut être lié au développement de formes de travail indépendant, ça peut être lié aussi aux heures supplémentaires. Alors on va expliquer tout cela dans le détail, Marc Loriol, parce que c'est intéressant de voir en effet qu'on observe aujourd'hui une légère tendance à la hausse du temps de travail. Alors il y a effectivement les heures supplémentaires qui sont très pratiquées parce qu'elles sont bien rémunérées, mais peut-être que c'est aussi lié, vous en parliez, avec la guerre qui a entraîné des remontées ponctuelles de ce temps de travail. Est-ce que c'est lié plus largement à la crise économique au sens large depuis les années 80? Est-ce qu'on peut dire que le travail excessif augmente toujours dans ces périodes de crise, Marc Loriol? Alors c'est assez visible pour les États-Unis. Effectivement, on a vu à partir de la fin des 70 et des années 80 à la fois une crise économique et un retournement des conceptions des politiques publiques vers une forme beaucoup plus libérale, une libéralisation des marchés du travail, des marchés financiers, qui ont conduit, notamment pour les ouvriers, on peut prendre l'exemple assez emblématique d'ouvriers de l'industrie automobile, à des baisses de salaire extrêmement importantes. Et on avait des ouvriers qui se considéraient aux États-Unis comme appartenant aux classes moyennes, parce qu'ils avaient des salaires qui les rapprochaient de ceux des classes moyennes, qui ont vu leur situation se dégrader très très fortement. Et pour ceux et celles qui ont voulu conserver leur niveau de vie, il a fallu augmenter les heures de travail, voire parfois prendre un second boulot à côté parce qu'il fallait payer les études des enfants, le niveau de vie, les assurances santé, tout un tas de choses qui auparavant étaient accordées, qui ne l'étaient plus forcément. Donc Lucie Goussard, le surtravail peut être une nécessité face à un pouvoir d'achat en baisse ou parce que les entreprises ont moins les moyens de recruter, donc on se retrouve face à une montagne de travail? Alors, pour ma part, j'ai plus travaillé sur des franges privilégiées du salariat, à savoir sur des ingénieurs, des cadres, des chercheurs, qui appartiennent à des grands groupes industriels des secteurs de l'aéronautique, de l'automobile et de l'énergie. Et ces questions-là, elles apparaissent un peu moins prioritairement, parce que ce sont des populations qui sont dotées de très bonnes conditions d'emploi généralement, avec des CDI qui les protègent globalement beaucoup mieux que d'autres catégories socio-professionnelles vis-à-vis du risque du chômage ou de la précarité de l'emploi. Ils sont dotés de bonnes conditions de salaire également. Et du coup, les raisons de leur surtravail, il faut les chercher un petit peu ailleurs. Il faut les chercher dans des formes d'organisation du travail, notamment, qui vont fabriquer du surengagement au travail, qui vont fabriquer de la surcharge et des engagements et qui vont demander à ces travailleurs de tenir des engagements qui parfois s'avèrent intenables.
Pour finir, peut-être le panorama, les explications de ce léger retour ce retour de la hausse du temps de travail, Marc Loriol. Il faut peut-être aussi évoquer l'auto-entrepreneuriat qui s'est développé au cours des dernières décennies, et puis aussi le recul du temps partiel féminin. Oui, toutes ces raisons se conjuguent. Il y a aussi, comme l'évoquent les ingénieurs étudiés par Lucie Goussard et Guillaume Tiffon, il y a le fait qu'on a de plus en plus de cadres à mission, de gens dont le temps de travail n'est pas forcément encadré par des règles légales et qui, du coup, sont amenés à déborder, soit officiellement, soit officieusement, en ramenant du travail chez eux. Mais la question du pouvoir d'achat est importante pour les catégories les moins rémunérées qui sont parfois obligées de travailler en plus à côté de leur emploi pour garantir une sécurité financière ou l'accès à certains biens comme le logement ou la construction d'une maison, etc. Et donc le surtravail, ce peut être effectivement ces horaires qui s'allongent, le travail le soir, le week-end, et puis ça peut être aussi un travail qui est trop intense, Marc Loriol, puisque les sociologues l'ont beaucoup documenté ces dernières années. On assiste à une intensification du travail depuis un moment déjà. Absolument. Alors, on a parlé du surtravail extensif, là, on va parler du surtravail intensif, c'est-à-dire le fait de devoir, dans un même temps, faire plus de choses, plus vite, se dépêcher en permanence. Les études menées par le ministère du Travail sur les conditions de travail depuis 1978 le montrent. On a, par exemple, en 1984, seulement 28% des gens qui disent qu'ils sont obligés d'apporter des réponses immédiates à des demandes qui sont faites, et on passe en 2016 à 58%. Donc, une augmentation assez significative. De même, les personnes qui sont obligées d'abandonner une tâche qui sont en cours pour en réaliser une plus urgente passent en 91 de 48% à 2016 à 65,46%. Donc on voit un certain nombre d'indicateurs, le fait de toujours devoir se dépêcher, le fait de ne pas avoir le temps de faire un travail correct et de qualité qui démontre effectivement cette intensification dans des métiers très différents. Vous pouvez parler des infirmières, par exemple. On sait bien que tous les postes ne sont pas pourvus, qu'on cherche aussi à réduire la durée moyenne de séjour. C'est-à-dire que quand un malade, au lieu de passer 6 ou 7 jours pour une pathologie donnée à l'hôpital, va rester que 3 jours, ça fera beaucoup plus de travail. Parce que ça veut dire qu'il y aura un autre malade qui va être admis, donc des tâches d'admission, de sortie, mais aussi parce que ces malades seront une phase plus intense, avec besoin de plus de soins, de plus d'attention. Et donc, on a à la fois un ratio soignant au nombre de malades qui n'évolue pas très favorablement, mais surtout un travail qui s'intensifie par le fait qu'on a des malades qui sont plus demandeurs, plus en besoin. Dans beaucoup de secteurs, on pourrait prendre plein d'autres exemples, on constate cette intensification. Cela fait un moment que les chercheurs s'interrogent sur les origines du travail excessif. Écoutez ce qu'écrit à la fin du XIXe siècle le socialiste et gendre de Marx, Paul Lafargue. Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie trame à sa suite des misères individuelles et sociales qui, depuis 2 siècles, torturent la triste humanité. Cette folie est l'amour du travail, la passion moribonde du travail, poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture. Au lieu de réagir contre cette aberration mentale, les prêtres, les économistes, les moralistes ont sacro-sanctifié le travail. Le prolétariat, la grande classe qui embrasse tous les producteurs des nations civilisées, la classe qui, en s'émancipant, émancipera l'humanité du travail servile et fera de l'animal humain un être libre, le prolétariat, trahissant ses instincts, méconnaissant sa mission historique, s'est laissé pervertir par le dogme du travail. Rude et terrible a été son châtiment. Toutes les misères individuelles et sociales sont nées de sa passion pour le travail. Un
extrait du Droit à la paresse de Paul Lafargue, publié en 1880, que vous citez dans l'introduction de votre essai, Marc Loriol, L'addiction au travail, paru aux éditions Le Manuscrit. Comment comprendre ce texte? Qu'est-ce que cela signifie que le prolétariat se serait laissé pervertir par le dogme du travail, Marc Loriol? Il faut bien remplacer ce texte dans l'époque. On est à la fin du XIXe siècle, à une époque où les ouvriers peuvent travailler 10, 14, 15 heures par jour, 6 jours par semaine. Ils n'ont que le dimanche de repos. La semaine anglaise, comme on disait à l'époque, n'était pas encore répandue dans le milieu industriel en France. Et les effets sur la santé étaient dramatiques. C'est-à-dire avec une espérance de vie raccourcie, un niveau de vie très faible. On parlait tout à l'heure de Marx. Dans l'économie classique, le salaire, c'est vraiment le minimum de subsistance qui permet à la force de travail de se reproduire, mais pas de vivre, on va dire, confortablement. Et ce que Lafargue reproche aux ouvriers, c'est d'accepter cette situation, de ne pas se révolter contre ces conditions de travail intolérables? Alors, puisqu'on a l'impression qu'effectivement, il y a un reproche. Parce qu'il y a une valorisation du travail dans une partie du monde syndical. Mais si on lit attentivement Lafargue, ce n'est pas une condamnation du travail en général, c'est une condamnation du travail sous le régime capitaliste et industriel de l'époque. Lafargue lui-même pense que faire d'autres types d'activités, écrire des livres, faire de la poésie, des activités productives du syndicalisme, du militantisme, sont des formes de travail qui sont tout à fait saines et bonnes. Parce qu'on a du mal à comprendre de qui il parle lorsqu'il parle de passion pour le travail, étant donné qu'en effet, il condamne, il dénonce les conditions de travail très difficiles des ouvriers. Absolument. Alors, le discours sur la valeur travail, il se développe à cette époque dans, on va dire, les petites classes moyennes, c'est-à-dire les boutiquiers, les artisans, qui effectivement travaillent à la fois beaucoup, mais en même temps peuvent encore, et pas encore pour de nombreuses années, mais encore voir le fruit de leur travail relativement récompensé. Ils peuvent devenir chefs d'entreprise, petites entreprises, développer leur entreprise sur une ou deux ou trois générations. Les ouvriers, eux, se sont inspirés au début du mouvement syndical de cette idée de l'ouvrier professionnel qui va se mettre à son compte. Proudhon défend ce genre d'idée, par exemple, là, que l'ouvrier doit un jour devenir un petit patron et un indépendant, où il aura quelques ouvriers qui eux-mêmes à leur tour deviendront petits patrons et indépendants. Et dans ce cadre, il y a encore un sens à ce que la valeur travail soit avancée. Et quand se développe la grande industrie, et que les ouvriers deviennent des prolétaires qui sont assignés à leurs conditions et qui ont très peu de chances de sortir de cette condition, effectivement, ce discours perd tout son sens et il devient une sorte de discours moralisateur que tiennent les employeurs, les bourgeois, pour faire travailler les ouvriers, alors qu'on a encore à cette époque-là, même si c'est en déclin, une importance très forte de la rente. Donc on a une partie de la bourgeoisie qui, elle, ne travaille pas, est dans l'oisiveté et qui perçoit encore le travail comme déshonorant et indigne. Donc c'est je pense, ce décalage-là et qui va d'ailleurs expliquer cet intérêt pour la notion d'addiction au travail. Alors justement, Paul Lafargue parle de passion pour le travail, on parlera plutôt de workaholisme. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quelles conditions, dans quel contexte ce terme a été forgé, Marc Loriol, par, je crois, un pasteur américain du nom de Wayne Oates? Voilà, Wayne Oates est un auteur assez original parce qu'il était à la fois pasteur, il est devenu théologien, professeur de psychologie dans une université de théologie aux États-Unis. Dans les années 60. Et il explique qu'il s'est intéressé à cette notion-là, d'abord pour une raison très pratique. C'est-à-dire qu'en tant que pasteur, il se souvient qu'il avait beaucoup de mal parfois à accepter et à accompagner, à aider ses ouailles alcooliques qui buvaient trop. Et il se disait qu'en tant que pasteur, il se devait d'essayer de les comprendre pour les accompagner, mais il disait qu'il avait du mal à les comprendre. Et il explique qu'un jour, il s'est rendu compte que lui-même était addict, non pas à l'alcool, mais au travail. Et c'est vrai qu'il est issu d'un milieu social très modeste. Il a été élevé par ses grands-parents parce que son père a abandonné ses enfants. Et il a toujours voulu réussir et prouver qu'il méritait sa place, donc toujours faire plus de cours, plus d'interventions, plus de livres. Et se rendant compte qu'il est lui-même un workaholic, il se dit que du coup, il comprend peut-être mieux
d'autres alcooliques. formes d'addiction. Voilà, parce que lui-même cherchait toujours à faire plus, comme les alcooliques cherchent toujours dans la bouteille des solutions à leurs inquiétudes, leurs angoisses, leurs souffrances. Et alors quand on est ainsi dépendant du travail, addict au travail, en réalité c'est une addiction aux gratifications fournies par le travail. Pour les Marc spécialistes qui vont reprendre, mais seulement en partie d'ailleurs, je pense qu'ils vont oublier une partie intéressante des remarques de Wayne Oates. Effectivement, être addict au travail, pour eux, c'est alors soit des traits de personnalité, des gens qui sont narcissiques, donc qui ont besoin d'avoir ces gratifications, ces retours, ces images positives qui leur sont envoyées, soit des gens qui sont de nature perfectionniste, donc des traits de personnalité qui seraient inscrits de façon très précoce dans le psychisme des personnes concernées. Et du coup, l'environnement ne serait que très secondaire, ne serait pas une cause, mais serait qu'un facteur qui pourrait moduler, aggraver ou limiter ces effets de la personnalité. Et c'est effectivement, une des théories qui vont connaître beaucoup de succès aux États-Unis à partir du moment où le travail, finalement, paye de moins en moins. On en a parlé rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une crise économique, une dérégulation des marchés financiers qui font que finalement, ceux qui ont du capital voient leur rémunération augmenter beaucoup plus rapidement que ceux qui travaillent, qui eux voient leur rémunération et leur salaire stagner, voire diminuer en pouvoir d'achat. Et donc, à la place des gratifications financières, il faut d'autres formes de reconnaissance, comme la reconnaissance symbolique. Donc, il y a aussi l'idée, effectivement, que il faut travailler pour le travail lui-même. Et c'est ça qui est assez étrange dans la notion d'addiction au travail, c'est que la plupart des spécialistes disent que les gens qui sont addicts au travail sont addicts à n'importe quel type de travail. Et donc, c'est pas parce qu'ils seraient attirés par une activité ou c'est pas parce que ils auraient un travail intéressant et un travail passionnant, mais c'est parce que ils auraient besoin simplement de travailler plus, toujours plus, pour être rassurés sur eux-mêmes. Et il y avait cette idée que le travail excessif, considéré comme une maladie, comme une pathologie psychologique, ce serait une maladie de cadre et de profession intellectuelle supérieure. Dans un premier temps, sont totalement exclus les ouvriers, les employés, les agriculteurs de ce type de pathologie. Alors, absolument. La raison invoquée était que l'idée était d'étudier des professions dans lesquelles les gens pouvaient choisir leur temps de travail. Mais ça vaut effectivement pour les ouvriers qui ne choisissent pas leur temps de travail. On peut les exclure parce qu'effectivement, ici, ils sont obligés de travailler beaucoup. C'est pas parce que la chaîne l'impose, c'est parce que... Mais les agriculteurs, par exemple, il n'y a aucune raison de les exclure. Et en France, on sait que c'est la catégorie sociale qui travaille le plus, 58h30 par semaine. Et donc, il n'y a aucune étude, à ma connaissance, sur l'addiction au travail dans le monde agricole. Eh bien justement, je vous propose d'écouter le témoignage d'un agriculteur dans une archive de l'ORTF du 1er janvier 1969. J'ai commencé mon travail ce matin à 5h30, j'ai déjeuné à 8h environ, et puis l'orage a grondé, alors ça fait que j'ai pas eu le temps de déjeuner. Les heures, il ne faut pas les compter. Les heures de travail, il ne faut pas les compter. Combien d'heures travaillez-vous par semaine? C'est-à-dire, on ne peut pas les compter les heures par semaine, parce qu'on commence le matin, des fois au jour, jusqu'à la nuit. Mais l'hiver? Ah, l'hiver, non. L'hiver, on travaille environ 10 heures, 12 heures. Par jour? Par jour. Et l'été? Alors, l'été, ça dépend. Des fois 15, des fois que 10. La semaine de 40 heures, c'est rien pour vous, alors. On ne la connaît pas. Et les vacances? Les vacances, il n'y en a pas. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho? Nous parlons du surtravail dans ce premier épisode de notre série sur l'économie des excès. Alors comment expliquer, Marc Loriol, qu'en effet les agriculteurs soient aujourd'hui les premiers à être touchés par le surtravail? Alors, c'est lié à des contraintes économiques. Il a fallu moderniser le monde agricole, il a fallu investir, il a fallu agrandir l'exploitation pour faire des économies d'échelle, parce que si on achète du matériel, il faut pouvoir l'amortir sur des exploitations plus grandes. Si on construit des étables modernes, il faut les amortir avec plus de vaches, par exemple. Et donc, ça suppose de s'endetter.
et pour rembourser les dettes avec un marché des matières premières qui n'est pas forcément très porteur, où les prix réels n'augmentent pas très fortement sur le long terme, eh bien ça oblige les gens à être pris dans une spirale finalement de l'endettement. Et ça renvoie à l'étymologie même du mot d'addiction, parce que dans la Rome antique, l'addictus était la personne qui était contrainte de travailler pour son créancier pour rembourser les dettes qu'il n'avait pas pu rembourser. Et là, on peut dire qu'effectivement, c'est une forme très différente d'addiction qui n'a rien à voir avec une personnalité quelconque, ni narcissique, ni perfectionniste. Même s'il y a effectivement aussi une part d'engagement très fort d'agriculteurs dans l'exploitation. Je pense au très beau film de Gilles Perret, La ferme des Bertrands, où on voit très bien sur plusieurs générations comment la génération des trois frères, les tontons, comme on dit dans le film, ont sacrifié toute leur vie au travail pour moderniser l'exploitation et la transmettre à leurs neveux, viable et économiquement rentable. Et ils ont sacrifié leur vie, n'ont pas pu voir autre chose que le monde agricole, ils n'ont pas pu se marier, ils sont tous les trois célibataires et l'ont été toute leur vie. Oui, donc un sacrifice qui est très regretté, mais qui en même temps est lié à ce choix de préserver, transmettre, améliorer un patrimoine agricole. Oui, ce sacrifice que vous décrivez pour maintenir l'entreprise familiale, c'est ce qui explique que les agriculteurs soient très concernés par le surtravail, mais plus largement, tous les patrons de TPE, sans même parler des PME et des plus grandes entreprises, Marc Loriol. Tout à fait, on est un petit peu en dessous, puisqu'on passe de 58h30 à 50 heures hebdomadaires, d'après les grandes enquêtes nationales, pour les artisans, commerçants et patrons de TPE. Mais on est encore dans des formes de travail relativement extensives. Et quant au cas des professions intellectuelles supérieures, dont on pensait qu'ils étaient les seuls touchés par le surtravail, ils n'arrivent qu'en troisième catégorie. Ils sont quand même largement concernés, mais ils n'arrivent qu'en troisième position, Marc Loriol. Voilà, tout à fait. Et puis je pense que Lucie Goussard sera peut-être encore mieux placée que moi pour en parler avec l'étude qu'elle a menée sur les ingénieurs. Lucie Goussard, effectivement, vous pouvez nous expliquer de pourquoi, effectivement, les cadres supérieurs sont plus à risque du point de vue de l'addiction au travail. Dans le cadre des enquêtes que j'ai pu mener, notamment celle qui a donné lieu à l'article que vous avez cité avec Guillaume Tiffon, on a pu constater que la mise en place de l'organisation par projet est venue intensifier considérablement le travail des chercheurs de ce centre de R&D spécialisé dans l'énergie électrique. Donc c'est une forme d'organisation du travail qui auparavant a été déployée dans le secteur de l'ingénierie industrielle dès les années 90 en France et qui a produit les mêmes effets en termes d'intensification du travail. Donc très concrètement, il s'agit d'une organisation du travail qui instaure un organigramme à deux dimensions, un organigramme matriciel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, cet organigramme matriciel, il adjoint une ligne de commandement horizontale des activités qui vient s'adjoindre aux lignes de commandement verticales classiques par métier ou par grande fonction. Donc, si bien que c'est le fonctionnement par projet. C'est le fonctionnement par projet. Donc, chaque travailleur appartient désormais à une équipe métier ou fonctionnelle et et le plus souvent, à plusieurs équipes projet en même temps. Et alors, qu'est-ce que ça produit, effectivement, cette organisation par projet ? Pourquoi est-ce que ça produit beaucoup de souffrance au travail, alors même qu'il y avait toute une rhétorique autour d'une plus grande autonomie qui serait ainsi permise pour les salariés, Lucie Goussard ? Oui, tout à fait. En fait, par le passé, les activités sur lesquelles les ingénieurs, les chercheurs, les cadres étaient engagés étaient pérennes. Les budgets dont ils disposaient pour mener à bien ces activités étaient pérennes et de même que les collectifs de travail au sein desquels ils étaient insérés étaient stables et leur offraient d'ailleurs des conditions de défense quand leur santé pouvait être atteinte par des objectifs trop importants. Depuis la mise en place de l'organisation par projet, c'est toute l'organisation qui est remise en question à la fin de chaque projet. Donc au terme de chaque projet, les équipes projets qui se sont constituées sont décomposées et chacun doit retrouver une place dans une autre équipe projet. Donc ça crée beaucoup de concurrence. Donc ça crée effectivement beaucoup de concurrence et tout l'enjeu pour les travailleurs, c'est de
pouvoir intégrer des équipes projets qui leur permettent de continuer à travailler dans leur domaine de spécialité et sur des activités qui sont intéressantes de leur point de vue, voire qui sont particulièrement valorisantes, prestigieuses dans l'entreprise parce qu'il s'agit de projets sur le plan technique particulièrement novateurs, par exemple. Et pour être choisi pour intégrer ces projets particulièrement prestigieux, ambitieux, dotés de moyens conséquents, ils doivent disposer d'une bonne réputation. Ils doivent être identifiés comme étant de bons professionnels, compétitifs. Donc ça provoque nécessairement du surengagement qui peut ensuite se traduire par du surtravail avec toutes les conséquences que cela implique. Exactement, d'autant que dans ces organisations qui, comme vous l'avez dit, sont présentées comme étant particulièrement souples et pourvoyeuses d'autonomie pour les travailleurs, ils sont impliqués, ils sont invités à participer à la définition de leurs propres objectifs productifs, à dire au début de chaque projet comment ils pensent pouvoir se saisir des missions qui leur sont confiées, jusqu'où ils pensent pouvoir les mener, quels sont leurs objectifs, leurs finalités, et ils sont aussi amenés à se prononcer sur les moyens associés à ces objectifs. Or, pour être perçus comme des travailleurs compétitifs, ils ont tout intérêt à se donner des objectifs particulièrement ambitieux, associés à des moyens pas trop gourmands en temps et en financement. Et finalement, le piège se referme vite contre eux parce qu'ils sont sommés dans ce contexte de tenir les objectifs qu'ils se sont eux-mêmes prescrits. Donc vous, ce que vous avez observé, effectivement, dans les études que vous avez menées dans les services d'ingénierie, notamment d'un constructeur automobile et d'un groupe aéronautique, c'est que cette forme d'organisation par projet qui a émergé dans les années 90 entraîne davantage d'épuisement au travail. Et or, cette forme d'organisation, elle s'est largement diffusée dans tous les secteurs de l'économie, Lucie Goussard ? Oui, alors effectivement, on parle de projets un peu partout dans la fonction publique, dans la recherche académique, qui désormais fonctionne beaucoup par projet. La part des budgets dédiés aux laboratoires qui autrefois étaient pérennes tend à être de plus en plus réduite au profit de financements qui sont octroyés sur des appels à projets. Donc effectivement, il y a peu de secteurs dans l'économie qui échappent à cette logique, mais tout de même, les espaces où elle connaît une application la plus poussée, c'est quand même dans le monde de la recherche industrielle et de l'ingénierie industrielle.
A Hard Date Night, les Beatles sur France Culture. D'entendez-vous l'écho sur travail. Quand on aime, on ne compte pas. C'est notre sujet aujourd'hui. Les sociologues Marc Loriol et Lucie Goussard sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Dalia. Alors, on l'a dit, les risques de surtravail sont plus ou moins élevés selon les professions, selon les genres également. Pourquoi les femmes sont-elles plus concernées par le surtravail, Marc Loriol ? Alors les femmes, je dirais, sont soumises à une double contrainte d'attente plus importante de care, de prendre soin, d'éducation et des enfants, aussi bien dans le monde hors travail. Les études sur les budgets temps des familles le montrent bien. Il y a eu très peu d'évolution, il y en a un petit peu, mais très légère, et majoritairement. Et puis l'épisode de confinement et de télétravail qu'on a connu a montré que même quand les hommes et les femmes étaient obligés de rester chez eux, le travail restait inégalement réparti entre hommes et femmes au sein du couple. Et donc, les femmes ayant plus d'obligations sociales à assumer en dehors du temps de travail, il est plus mal vu de leur part, mais elles-mêmes le vivent plus difficilement parce qu'il faut qu'elles concilient à la fois leurs obligations hors travail et dans le travail. Et l'enquête européenne sur les conditions de travail est intéressante, qui est menée tous les 5 ans auprès de plus de 42 000 personnes en Europe, parce qu'elle permet de connaître à la fois le temps de travail professionnel, rémunéré, et le temps de travail domestique. Et on voit avec cette enquête de conditions de travail qu'en moyenne, si on additionne temps de travail professionnel et temps de travail domestique et d'éducation, de care et de soins, les femmes travaillent 5 heures de plus que les hommes. Donc on comprend qu'elles aient plus de mal à articuler tout ça. Et lorsque l'on n'évoque même pas les tâches ménagères, qui restent en effet largement plus prises en charge par les femmes que par les hommes, il y a aussi plus de risques de burn-out chez les femmes. Pourquoi ? Peut-être parce que elles intériorisent davantage les injonctions qui pèsent sur elles, ou en tout cas elles estiment qu'elles ont plus à prouver, tout simplement, Lucie Goussard. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que quand le travail déborde de l'enceinte de l'entreprise et qu'il est réalisé par des femmes, donc moi j'ai plutôt étudié des cadres, des chercheuses, des ingénieurs, quand elles réalisent du surtravail à domicile, ce surtravail à domicile est réalisé dans de moins bonnes conditions à la maison que leurs homologues masculins. Généralement, ces derniers disposent d'un bureau où ils peuvent s'enfermer pour travailler au calme, loin de l'agitation de la vie familiale, alors que les femmes, elles, même lorsqu'elles disposent d'un bureau ou d'une chambre à soi, comme dirait Virginia Woolf, elles s'installent plus volontiers sur la table du salon au milieu de la vie familiale, si bien que la temporalité de leur surtravail à domicile est plus dispersée, entrecoupée, interrompue que celui que leurs homologues masculins. Avec peut-être le sentiment de ne rien réussir, ni son travail, ni de s'occuper de ses enfants ou de la famille en général. Voilà, en fait, effectivement, on constate que quand ces femmes appartiennent en particulier à des couples qu'on appelle à double carrière, où l'homme et la femme conduisent des projets professionnels importants, il n'y a pas forcément un des projets qui prime sur l'autre. En réalité, c'est souvent le projet féminin qui va passer au second rang, et on constate que la famille va moins s'adapter pour agencer, articuler la vie familiale autour du projet professionnel de ces femmes. À qui on va plus volontiers faire des reproches lorsqu'elles ramènent du travail à la maison. Donc ça va susciter plus de tensions que lorsque des hommes le font. Par ailleurs, donc ça va effectivement, comme vous l'avez dit, engendrer une double culpabilité chez ces femmes vis-à-vis de leur environnement professionnel, parce qu'elles ont le sentiment de ne pas pouvoir s'investir autant que leurs collègues masculins, et puis vis-à-vis de leurs proches, de leurs conjoints, de leurs enfants, quand elles en ont, auprès desquels elles ont le sentiment de ne pas être suffisamment investies non plus. Résultat, selon Santé publique France, la souffrance psychique en lien avec
que le travail est 2 fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes, avec notamment davantage de troubles anxieux et dépressifs. Alors, on a parlé de workaholisme, d'addiction au travail. Est-ce que vous diriez, Marc Loriol, qu'il y a plus de risques de surtravail dans les métiers dits passion, où la frontière est parfois floue entre travail et loisir? Alors tout à fait. Déjà, on parle des métiers passion, on peut aussi parler des métiers à fort engagement. Ce que je voulais préciser par rapport à ce qu'a expliqué Lucie Goussard, qui est tout à fait juste, mais pour compléter aussi autre chose, c'est que le monde du travail est très genré. C'est-à-dire qu'on a des métiers très féminisés et des métiers plutôt masculinisés, avec beaucoup d'hommes d'un côté, beaucoup de femmes de l'autre. Et les métiers les plus féminisés sont souvent des métiers de la relation, du soin, du care, dans lesquels eh bien, il n'est pas forcément facile de poser des limites. Ce n'est pas des métiers passion, au sens où les infirmières, les aides-soignantes ne parlent pas forcément de passion, mais c'est des métiers à fort engagement dans lesquels il est difficile de s'arrêter. C'est pour ça que c'est des métiers dans lesquels on note le plus fort présentéisme. Le présentéisme, c'est le fait de continuer à aller travailler alors qu'on est malade. Et pourquoi on le fait? Parce qu'on ne peut pas laisser tomber les malades, on ne peut pas laisser tomber pour les aides à domicile les personnes âgées dont on s'occupe, on ne peut pas laisser tomber les collègues non plus, sur qui la charge de travail qui reste la même va peser. Alors les métiers passion, eux, sont plutôt des métiers de la création, des métiers artistiques, des métiers sportifs, des métiers intellectuels où effectivement le travail correspond à un très fort intérêt personnel de la personne. Vous avez notamment mené une étude sur les musiciens. Alors pas les musiciens, mais sur les salles de concert dites scènes de musique actuelle, qui sont des scènes qui ont été labellisées dans les années 90 par le ministère de la Culture pour les musiques dites actuelles, qui vont du rock, reggae, rap, hip-hop, etc. Et avec Lynn Spielmann, une doctorante sous ma direction à l'époque, qui maintenant a passé sa thèse, on a été voir 4 de ces SMAC et on a commencé cette étude parce qu'un de mes collègues, Marc Touchet, qui est spécialiste des musiques électro-amplifiées, me dit tu devrais aller voir là parce qu'il y a un problème de santé au travail, c'est un peu ma spécialité. Quand j'arrive, les gens me disent notre problème, c'est qu'on est trop passionné. Et trop passionné, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas s'arrêter. Pour prendre un exemple, le programmateur, celui qui est censé choisir les groupes qui vont passer, déterminer les 2 saisons musicales qui vont avoir lieu chaque année, arrivait le matin vers 9h, 9h30, et puis il repartait le soir, une fois que le dernier technicien du groupe qui passait dans sa salle était parti. Quand il n'y avait pas de concert dans sa salle, il allait voir d'autres concerts pour se tenir au courant des groupes qui montent, des styles musicaux, etc. C'est difficile de poser des limites quand c'est un métier qui nous passionne, mais c'est aussi peut-être difficile parce que c'est particulièrement valorisé dans un certain nombre d'entreprises de faire plus d'heures que ce qui est demandé légalement. Alors, dans cet exemple-là, ce n'était pas forcément ce qui était en jeu. Ce qui était en jeu, c'était le fait que les gens étaient passionnés par de musique, donc ils étaient heureux de faire un travail, d'être payés pour faire ce qu'ils aiment, mais en même temps, ils n'arrivaient jamais à être totalement satisfaits de ce qu'ils faisaient parce qu'il n'y avait pas d'accord sur ce qu'était un concert réussi. Et dans cette salle, chaque fois qu'un concert était pas parfaitement, idéalement réussi, il y avait des insatisfactions. Et d'ailleurs, on a demandé aux gens qu'on a interrogés, et tous ont donné un exemple différent de ce que pouvait être un concert réussi. Mais dans une autre salle où on est allé, qui était plus petite, où là, au lieu de vouloir faire tous les types de musique actuelle, au lieu de vouloir à la fois faire du social, du culturel, du musical, faire venir des publics variés, en même temps être très exigeant sur le niveau de la musique qui passait, il s'est spécialisé sur le rap, hip-hop et les musiques du monde pour s'adapter au public local, en étant le 93. Et eux arrivaient à garder leur passion tout en n'étant pas toujours obligés de faire plus pour être heureux de ce qu'ils faisaient. Et donc, c'est pour ça que je parle de régulation collective de l'engagement, parce que quand on n'arrive pas à définir des critères relativement précis de ce qu'est un concert réussi ou de ce qu'est un beau travail, on est toujours tenté d'en faire plus, surtout quand on pense qu'on est privilégié d'être payé pour faire ce que l'on aime. Oui, c'est pour ça que vous dites que le travail excessif n'est pas seulement un problème individuel, il peut être lié à l'organisation ou à la culture de l'entreprise. Et j'en reviens à ma question sur la valorisation du présentéisme. Est-ce que c'est plus le cas en France qu'ailleurs, Marc? Alors, Lucie Goussard l'a effectivement évoqué. Moi, je l'ai vu, j'ai fait une recherche sur les diplomates. Et les diplomates connaissent bien comment travaillent leurs homologues dans d'autres pays. Et il est vrai qu'en France, mais ce n'est pas valable que pour les diplomates, il y a cette idée finalement que quand on reste tard le soir, on prouve que l'on est très engagé. Puis quand on reste tard le soir, les relations avec les supérieurs sont plus informelles. Donc on peut évoquer
provoquer des idées, des projets, se faire valoir, présenter ses qualités. Et encore une fois, les femmes, quand elles ont des obligations familiales à assurer, sont défavorisées, parce qu'elles ne peuvent pas rester tard le soir, elles ne peuvent pas faire reconnaître leur mérite. Elles peuvent pas... alors que dans d'autres pays, une réunion, dans les pays scandinaves, en Allemagne, une réunion doit commencer à telle heure, terminer à telle heure, et si on déborde, c'est vu comme une mauvaise organisation. Prouver son engagement au travail, ça peut aussi consister à venir travailler alors qu'on est malade, quitte à mettre sa santé en danger. Et là encore, c'est peut-être plus ou moins valorisé selon les cultures d'entreprise et selon les pays. Lucie Goussard ? Oui, effectivement. Je pense que les travailleurs ont un rapport ambivalent au surtravail parce qu'à la fois, effectivement, comme Marc Loriol vient de l'indiquer, il y a des professions où on ne peut pas quitter trop tôt le bureau sans être taxé d'avoir pris son après-midi. Si on quitte, par exemple, dans le monde des consultants, je pense au travail d'Isabelle Bonny-Le Goff qui montre que les consultants qui quittent le bureau à 19h, on leur demande s'ils ont bien pris leur après-midi. Parfois sous la forme de blagues qui n'en est pas vraiment une. Voilà. Donc, à la fois, il faut se montrer particulièrement disponible sur le plan temporel vis-à-vis du travail. Il faut que ça se voit. Mais en même temps, il ne faut pas non plus qu'on sache que le travail déborde complètement et de manière excessive sur la vie privée. Parce qu'effectivement, ça pourrait être interprété comme un défaut d'organisation et comme une défaillance personnelle. Donc en fait, voilà, c'est un peu sur le fil ce rapport ambivalent au surtravail des salariés. Mon bureau est un refuge, de pensée. Ça conduit aussi à une chose, là par contre, qui est beaucoup plus dommageable, c'est qu'on perd un petit peu la notion de la vie de famille, de son environnement immédiat, en pensant qu'ils sont sur la même longueur d'onde que vous. Alors on ne voit pas trop ses enfants grandir, on n'est pas trop disponible ou pas suffisamment disponible. Vous arrivez à quelle heure ici tous les matins ? C'est variable. Au plus tard à 6h30. Quelquefois beaucoup plus tôt. Et le soir, je repars quand la journée est finie. Et la journée d'un chef d'entreprise n'est jamais finie. Je ne peux pas imaginer qu'un samedi ou un dimanche, je ne vienne pas passer au moins 1 heure ici. Voilà le témoignage de James, 62 ans, responsable d'une entreprise de cognac dans l'ancienne émission Sur les docks sur France Culture le 5 mars 2010. Quelles sont les conséquences du surtravail, Marc Loriol ? Elles peuvent d'abord être sociales, familiales, comme on vient de l'entendre. Absolument. Alors, c'était un des arguments avancés par les addictologues qui sont intéressés à l'addiction au travail, au workaholisme, de dire que le surtravail avait un effet négatif sur la vie de famille et pensaient que du coup c'était assez proche finalement de l'alcoolisme, comme disait Wayne Oates, l'alcoolique détruit sa famille et le workaholic lui aussi détruirait sa famille. Or, si on regarde les données de l'enquête européenne sur les conditions de travail, on voit que effectivement les personnes qui disent qu'elles n'ont pas assez de temps pour s'occuper correctement de leur famille travaillent en moyenne 12h30 de plus que celles qui disent qu'elles ont assez de temps pour s'occuper de leur famille. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on sélectionne les personnes qui disent qu'elles ont la possibilité de s'arranger avec leur emploi du temps, la différence tombe à 2 heures. Et donc, les personnes qui disent qu'elles ont du mal à accorder assez de temps à leur travail ne travaillent plus que 2 heures de plus que celles qui disent qu'elles n'ont pas ce problème-là. Donc, il y a effectivement une question de temps de travail et une question on va dire, de marge de manœuvre, d'autonomie dans le travail. Et c'est aussi, je pense que Lucie Goussard pourra le dire mieux, ce que vivent certains cadres, c'est-à-dire qu'à la fois ils ont un temps de travail qui est très long et aussi une perte de cette autonomie qui catégorisait généralement les cadres. Et donc là, effectivement, ils le vivent particulièrement mal et ça se répercute. L'enquête européenne parle de conflits avec son conjoint, sa conjointe, avec ses enfants. Et d'autres études américaines le montrent aussi également. Le temps de travail contraint, important, le surtravail contraint est plus négatif sur la famille que le temps de surtravail choisi. Lucie Goussard ? Alors oui, effectivement, on constate que
peut-être que je vais revenir aux enjeux de genre, que par exemple, si on se situe du côté des chercheurs hommes qu'on avait étudiés avec Guillaume Tiffon et Jean-Pierre Durand également dans ce centre de recherche spécialisé dans la production et la distribution d'énergie, les chercheurs hommes qui appartiennent à des familles hyperconjugales, c'est-à-dire que les hommes ces chercheurs hommes qui occupent dans la famille une position dominante par rapport à leur conjointe, lorsqu'ils rapportent du travail à domicile, comme je l'expliquais tout à l'heure, on constate que leur conjointe ajuste la vie familiale pour faciliter le surtravail à domicile et faire en sorte qu'il se passe dans de bonnes conditions. Donc très concrètement, ces chercheurs vont pouvoir fermer la porte de leur bureau pour travailler pendant toute la journée, le dimanche par exemple, autour d'une recherche qu'ils doivent mener à bien. Alors que pour les femmes, c'est plus compliqué, c'est ce que vous nous disiez. Et alors, effectivement, c'est cette marge de manœuvre qui rend le surtravail moins difficile à accepter par rapport à des horaires qui seraient tout à fait contraints. Alors, en fait... pour aller au bout, en fait, ces chercheurs, quand on regarde le contenu des tâches qu'ils rapportent à leur domicile, on constate qu'ils effectuent à leur domicile les tâches qui ont le plus de sens à leurs yeux. En fait, ils vont consacrer du temps, ils vont prendre sur leur temps personnel pour faire de la production scientifique. Ils vont prendre sur leur week-end, leurs vacances, leurs soirées pour lire des articles académiques ou pour en produire quand les conditions de travail au bureau, dans l'enceinte de l'entreprise, ne leur permettent pas de disposer d'une certaine continuité temporelle suffisante pour mener à bien ces activités. Donc paradoxalement pour eux, faire du travail à domicile, c'est aussi continuer à trouver du sens dans leur activité quand celle-ci tend en perd dans l'enceinte de l'entreprise. Donc les conséquences sociales, familiales sont plus fortes pour les femmes que pour les hommes, conséquences du surtravail. En revanche, sur les conséquences sur la santé, il y a peut-être moins de différence entre les hommes et les femmes, Lucie Goussard. Donc ça se manifeste pas de la même manière. Du côté de ces hommes dont je vous parlais, on constate que la famille ne vient pas du tout borner l'envahissement du travail dans la sphère privée, et ça expose ces chercheurs à des semaines de travail extrêmement longues. Quand on se met à faire un budget temps et à compter le temps que les personnes consacrent à leur travail au bureau plus à leur domicile, on arrive vite à des semaines de 50, 60, 70 heures de travail hebdomadaire. Et là, ça expose les chercheurs à des pathologies de surcharge qui se traduisent par des troubles qui témoignent de l'envahissement du travail, l'envahissement mental du travail chez ces cadres qui ne parviennent pas à dormir, à trouver le sommeil, ont parfois des troubles que l'on sait articuler à la psyché comme des crises d'urticaire pendant les périodes les plus chargées ou des troubles plus graves, des ulcères à l'estomac par exemple. Et s'agissant des femmes, en fait, la pénibilité de leur surtravail est un petit peu différente parce que là, le surtravail vient se poser en concurrence avec les activités domestiques et parentales. Et il n'est pas du tout valorisé, ce surtravail à domicile. Donc, elles ont tendance à l'invisibiliser et à le réaliser dans des temps encore plus décalés par rapport au rythme dominant de la vie sociale. Donc, elles vont, par exemple, avoir tendance à travailler quand tout le monde est couché. Se mettre à travailler à 11h du soir ou à minuit quand elles ont passé une soirée avec leur conjoint et que les enfants sont couchés, ou elles se mettent à travailler très tôt le matin quand tout le monde dort encore. Oui, ce que je voulais dire, effectivement, c'est que peut-être que les hommes sont plus accompagnés dans cette complémentarité entre vie professionnelle et vie personnelle, ce qui ne les empêche pas potentiellement de souffrir de ce surtravail en étant ainsi isolés de leur famille. Alors, on approche de la fin de cette émission. Peut-être pour conclure, comment répondre à cette question du surtravail? Quelles sont les solutions qui aujourd'hui peuvent être apportées à cette problématique qui peut mener à des suicides dans sa forme la plus extrême, Marc Loriol?
Alors, il n'y a pas de solution unique. Ce qui est intéressant quand même, c'est cette prise de conscience collective qui amène justement à redéfinir les objectifs à atteindre et l'adéquation entre les moyens et les fins. C'est-à-dire ne pas poursuivre des objectifs inatteignables ou irréalistes et ne pas pouvoir finalement être satisfait de son travail et pour certains devoir faire toujours plus. Alors que ce soit pour les agriculteurs qui doivent rembourser des emprunts ou que ce soit pour des cadres qui, comme le disait Lucie Goussard, font le travail le plus intéressant en dehors de leur temps de travail pour pouvoir continuer à avoir du sens à leur activité. Un autre élément important, on a beaucoup parlé de genre et dans les études que j'ai pu mener, j'ai constaté que les femmes, comme elles sont les premières victimes de ces effets négatifs du surtravail, peuvent être aussi parfois des leviers d'amélioration du fonctionnement des organisations. Et dans le monde de la diplomatie, où les femmes sont assez peu nombreuses, il y a une association Femmes et Diplomatie qui a œuvré pour essayer d'imposer des règles évitant les débordements. Par exemple, de ne pas, sauf cas de nécessité, faire de réunions tardives, parce que la réunion suppose qu'après, il faudra rédiger des rapports, des télégrammes diplomatiques, et donc ça va nous amener tard le soir. D'ailleurs, elles ont obtenu aussi que pour des raisons de sécurité, pendant longtemps, les télégrammes diplomatiques ne pouvaient être faits qu'au bureau. Elles ont obtenu de pouvoir les faire chez elles. Et les hommes qu'on a interrogés ont dit qu'ils étaient très heureux de ça. Ils en ont bénéficié aussi. Et ça va aussi dans le sens de l'égalité homme-femme en termes de carrière. Un mot de conclusion, Lucie Goussard ? Oui, peut-être pour souligner que les solutions qui sont majoritairement déployées dans les entreprises aujourd'hui, elles portent majoritairement sur elles constituent majoritairement des réponses individuelles aux problèmes qui tendent à individualiser ces difficultés liées au surtravail. Donc, je pense par exemple aux formations à la gestion du temps, du stress ou au coaching qu'on soumet aux cadres, aux chercheurs, aux ingénieurs qui ne parviennent pas à tenir leurs engagements professionnels. Mais parfois, cela oblitère un petit peu l'aspect organisationnel du problème. Voilà, ça met rarement en cause l'organisation du travail qui est à l'origine de ces pathologies de surcharge. Et peut-être qu'à rebours de cette perspective-là, on trouve des réponses collectives qui sont formulées par certaines organisations syndicales qui essaient justement de convertir ces phénomènes individuels que souvent les uns et les autres taisent et dont ils essaient de pas trop se plaindre non plus pour pas être identifiés comme étant de mauvais professionnels. Donc, les organisations syndicales essaient de montrer que ce ne sont pas des problèmes individuels, que ces difficultés ne sont pas liées à des défaillances personnelles, mais viennent de raisons collectives sur lesquelles il faut pouvoir adresser, dont il faut pouvoir envisager des solutions. Merci beaucoup Marc Loriol et Lucie Goussard pour ces passionnants éclairages. Marc Loriol, je renvoie les auditeurs à votre ouvrage L'addiction au travail qui est paru aux éditions Le Manuscrit l'an dernier. Et Lucie Goussard, on peut vous lire dans la revue Travail et Emploi. Il y a cet article avec Guillaume Tiffon intitulé « Quand le travail déborde, la pénibilité du surtravail à domicile des chercheurs de l'industrie énergétique ». Un grand merci encore.